pas vraiment prévu de vous parler de l'utilité sociale des traders. Donc je vais immédiatement vous décevoir. Néanmoins, je vais en effet évoquer un peu la question de façon peut-être moins provocante que vous venez de le faire, peut-être parce que justement j'aurai un biais dans lequel je ne veux pas tomber. D'autres intervenants après moi pourront peut-être corriger cette impression. Alors, d'abord, on me pardonnera d'entamer banalement mon propos en rappelant que finalement, dans la pensée des pères du bien commun, la finance a toujours fait l'objet de défiance. On sait que Aristote condamnait d'une certaine façon ce qu'il appelait la crématistique commerciale, c'est-à-dire l'accumulation de la monnaie pour elle-même, et il considérait que ceci nuisait au bien commun. Chez Thomas d'Aquin, les choses sont un peu plus nuancées ou compliquées, puisque après avoir introduit la distinction entre biens fongibles et biens non fongibles, les biens fongibles ne pouvant pas produire de richesse, ce qui pouvait être le cas des biens non fongibles, il considérait que l'argent pouvait faire partie des biens, dans certains cas, des biens non fongibles, que donc il pouvait être considéré comme une sorte de facteur de production et qu'à ce titre, il pouvait être rémunéré. Je le dis parce que d'une part, je vais utiliser ou transposer en tout cas cet argument sur mon propos, et puis d'autre part parce que eh bien, cette idée reste à la base de certaines conceptions de la finance, et elle reste à la base du montage de la finance islamique, du montage des contrats qui permettent finalement de rémunérer la finance, alors que l'interdiction du prêt à intérêt reste un des fondements de la finance islamique, comme il l'a été finalement dans les trois religion monothéiste. Quoi qu'il en soit, on comprend bien que la financiarisation de l'économie que nous vivons depuis 3 à 4 décennies ne fait certainement pas bon ménage a priori avec la recherche du bien commun, avec la volonté que nous avons aujourd'hui, et dont je pense qu'elle est extrêmement fondée, de réhabiliter cette idée de bien commun. Alors, d'abord, définissons les termes du sujet. Par financiarisation de l'économie, je vais entendre deux choses. Je vais entendre d'une part l'accroissement du secteur financier dans l'économie, que vous pouvez mesurer de tas de façons, par le volume des opérations qui sont traitées, par l'évolution de l'endettement, du taux d'endettement, par les emplois dans le secteur, etc. C'est une première dimension que peut-être dont on entend peut-être moins parler, encore que. Et la deuxième dimension, c'est l'accroissement du poids des critères financiers dans l'organisation, l'orientation des entreprises, dans l'orientation du secteur productif de l'économie, et évidemment au-delà, dans les relations sociales de façon générale. Alors, ayant défini mon premier terme, j'en viens au second, sur lequel évidemment je suis plus fragile. En faisant les stages, j'avais dit une définition possible, sans doute trop simple, du bien commun, mais j'ai hier reçu l'appui du père Frédéric Louzeau, qui, lorsqu'il a donné la définition du bien commun dans la doctrine sociale de l'Église, et en particulier chez Léon XIII, me semble-t-il, a dit à peu près la même chose que ce que je vais dire, à mon incompétence près. Hein. C'est que je vais définir le bien commun, d'une part comme l'accès au bien,
qui peuvent être les biens privés, les biens communs avec un S ou les biens publics. Et ensuite, le père Louzeau a parlé de l'éthique des relations sociales. J'aurais employé le terme si je l'avais entendu avant. Moi, je me suis limité à la qualité des relations sociales qui fondent la coexistence des membres de la collectivité et qui, d'une certaine façon, donnent sens à leurs actions, en tout cas leurs actions économiques. Donc, en se situant sur le terrain de l'économie, principalement, je vais transposer ceci, ou plutôt tirer de ce que je viens de dire le plan suivant. D'une part, je vais parler de l'accès aux biens privés, et donc je vais parler du rôle de la finance dans la croissance et dans la distribution des fruits de cette croissance. Et dans un second temps, je m'intéresserai plus particulièrement à l'impact de la financiarisation sur les objectifs et les décisions économiques, et je me demanderai comment ceci influence ces relations de production au sein de l'entreprise, mais aussi entre les entreprises et leur environnement. En définitive, quelle est l'incidence de cette financiarisation sur les relations sociales? J'en viens donc à mon premier point, développement financier, croissance économique, inégalité. C'est vrai que ceci peut paraître un peu trivial de se poser la question de savoir, avec derrière la tête quand même une idée de jugement, une volonté de jugement. Est-ce que le secteur financier a un impact positif ou pas sur la croissance? Ça ressemble au fond à un peu de l'intendance, et on se dit d'ailleurs que la critique qui est faite aujourd'hui de la croissance suffirait à balayer cette question. Alors je ne le crois pas, parce que, encore une fois, je pense que, en effet, la production, la croissance participe au bien commun, comme je l'ai dit dans ma définition. Au demeurant, si vous admettez ce raisonnement, on va dire, microéconomique de saint Thomas d'Aquin, disant la finance, la rémunération de la finance peut se comprendre dès lors qu'elle est associée à un projet producteur de richesse, alors pourquoi n'aurais-je pas le droit, en transposant ceci au niveau macroéconomique, de dire, eh bien, la finance, en tant que secteur de l'économie, est productif, mérite rémunération dès lors qu'il participe à la création de richesses. C'est ce que je vais faire. En tout cas, c'est la question que je vais me poser. Et il faut dire que cette relation développement financier-croissance a une très vieille histoire. Et que, après bien des discussions, les économistes s'étaient convaincus de ce que le développement financier est favorable au développement économique. Et que cette idée était d'ailleurs promue, utilisée par l'ensemble des institutions, des organismes qui s'intéressent à cette question du développement économique. Je pense en particulier à la Banque mondiale. Donc, nous vivions, après bien des travaux, et dont je vous passe évidemment les détails, nous vivions sur cette idée que la croissance financière, le développement financier est favorable au développement économique. Or, cette question, cette relation, ce résultat est battu en brèche aujourd'hui. Si on prend les choses au premier degré, on se dit, mais enfin, regardons ce qui s'est passé dans le secteur financier depuis, vous voyez, depuis 20 ans. Entre 1990 et 2010, la somme
de la capitalisation boursière plus, disons, la capitalisation des obligations, donc l'encours obligataire, est passé de 20% à 240% du PIB nominal. Sur la même période, le crédit intérieur distribué par le secteur bancaire rapporté au produit intérieur brut mondial est passé de 130 à 170%. Sur la même période, les transactions sur les marchés de change sont passées de 5 à 15 fois le PIB mondial, soit 65 fois le commerce mondial. Or, on se dit, a priori, que les transactions sur l'échange, c'est fait pour... c'est utilisé dans le commerce mondial. On voit que, donc, on s'attendrait à une évolution un peu parallèle de ces deux grandeurs. Or, clairement, ce n'est pas le cas. Et là, je n'ai pas mis, peut-être parce que je ne les ai pas trouvés, les produits dérivés, c'est-à-dire les options, les contrats à terme, etc., qui ont absolument explosé sur la même période et un peu avant. Donc, j'observe ceci, cette montée invraisemblable du système, du secteur financier, bon, dont après on peut regarder dans le détail, enfin il y a une partie artificielle dans tout ça. Hein. Mais cette partie artificielle se glisse, justement le travail des traders, se glisse un certain nombre de positions qui sont ce qu'on appelle des positions spéculatives. Et si je rapproche ceci de la croissance économique, je suis déçu. Parce que, de fait, depuis les années 70, on sait qu'il y a une réduction régulière de la croissance, bon, que l'on interprète aujourd'hui dans ce terme de stagnation séculaire qui fait florès, pour nous expliquer, ou certains économistes nous expliquent que bien, nous sommes condamnés à l'avenir, en dépit de tout ce qu'on raconte sur les nouvelles technologies, etc., nous sommes condamnés à une croissance faible dans les années qui viennent, après avoir connu, au cours de ces dernières années, en fait depuis le début des années 2000, une croissance déjà très, très faible. Alors ça, c'est un rapprochement, comme je disais, au premier degré. On peut aller plus loin, et il y a effectivement des travaux qui ont cherché à aller plus loin, et au fond qui, un peu tous, conclut que la relation entre finance et croissance elle n'est plus ce qu'elle était. Je vous ai pris là deux graphiques tirés d'un article de la Banque des règlements internationaux. Vous y voyez sur le graphique de gauche, vous y voyez la relation entre, vous avez en abscisse, c'est la part de l'emploi dans la finance rapportée à l'emploi total. La part de l'emploi dans la finance rapportée à l'emploi total. Et en ordonnée, vous avez les taux de croissance. Ceci pour 50 pays et pour la période dont je parlais, c'est-à-dire que 1980 à 2010. Et vous voyez que cette relation est plus la relation linéaire, croissante, enfin linéaire on s'en fiche un peu, mais en tout cas la relation croissante entre la finance et la croissance, qu'il y a un point de retournement. Ce point de retournement correspond à peu près à la moyenne des taux de croissance observés. Et donc, alors après, ça a été vérifié par plein d'autres travaux, notamment un travail intitulé Too Much Finance, trop de finance, montrant que, de fait, l'expansion du secteur financier devient contre-productif. C'est un papier, je crois, du Fonds monétaire international. Après, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. En tout cas, on n'est plus sûr du tout que le secteur financier sert la croissance. Le graphique de droite, c'est la relation entre le taux de croissance de l'emploi dans le secteur financier et le taux de croissance de la productivité sur la même période et avec les mêmes pays. Et vous voyez que vous avez une relation négative
entre les deux. Donc, il n'est pas certain que la croissance financière soit favorable à la croissance. Alors ceci s'explique de différentes façons. La première façon, c'est de dire, bon ben voilà, le secteur de la finance, il est comme tous les autres secteurs, soumis à la fameuse loi des rendements décroissants, qui fait qu'au bout d'un certain temps, il est moins productif sur la croissance. Il y avait un argument qui avait été employé il y a exactement 32 ans par James Tobin, prix Nobel d'économie, et qui disait dans un petit article, je ne sais plus quelle était la revue, il s'inquiétait en disant comment se fait-il que les diplômés de nos universités trouvent préférable, les meilleurs, trouvent préférable d'aller s'employer dans la finance plutôt que dans l'industrie où peut-être il serait sans doute plus utile. Au fond, ce qu'il disait, c'est qu'il y a un détournement du capital humain, enfin des richesses humaines, vers ce secteur pour des raisons mal comprises. C'était il y a plus de 30 ans. Évidemment, à l'époque, l'argument pouvait déstabiliser. Aujourd'hui, c'est plus que cela. Il inquiète vraiment. Alors, d'autre part, l'autre grande raison, on pourrait là aussi détailler, j'ai absolument pas le temps, l'autre grande raison, c'est de dire, au fond, le secteur financier, au bout d'un certain moment, il devient instable, il est générateur d'instabilité. Je parlais du taux d'endettement. Au-delà d'un certain taux d'endettement, il va y avoir de l'instabilité. Les produits dérivés ont créé des interdépendances entre les institutions qui génèrent ce qu'on appelle un risque systémique, c'est-à-dire un risque qu'un choc quelque part se transmette et pose un problème que nous connaissons aujourd'hui. Donc, pour ces différentes raisons, ce développement du secteur financier pose problème. Alors, pour éviter d'être trop en retard, je passe tout de suite à la financiarisation et aux inégalités. C'est une question qui est, vous l'imaginez, très préoccupante et qui préoccupe d'ailleurs les institutions internationales, le Fonds monétaire international, l'OCDE, sans parler de la Banque mondiale, ont récemment manifesté ces préoccupations et fait pas mal de travaux sur ces relations entre la croissance du secteur financier et les inégalités. Madame Lagarde a dernièrement fait des discours en ce sens. Or, ni l'OCDE ni le Fonds monétaire international ne passent d'abord pour des institutions interventionnistes et comme des institutions portant le bien commun. Il n'empêche que ceci préoccupe aujourd'hui beaucoup de monde. Alors, ces travaux nous donnent quoi ? La finance peut générer des inégalités. Je rappelle que ces inégalités, en termes de biens communs, puisque là on est plus directement dans le sujet, en termes de biens communs, c'est pas simplement les inégalités, c'est pas simplement des facteurs à tort ou à raison considérés comme des injustices, mais c'est aussi que les inégalités fractionnent la société. Riches et pauvres ne vivent pas au même endroit, riches et pauvres ne vont pas dans les mêmes écoles, riches et pauvres ne fréquentent pas les mêmes milieux, et que ceci est effectivement un fractionnement, induit des cloisonnements qui dynamitent la cohésion sociale. Donc, d'une part, l'accès au financement peut favoriser des inégalités. C'est d'ailleurs pas forcément vrai dans les pays développés. Si on regarde dans les pays développés, la finance, elle permet à des gens, justement, ce qui a été
peu le cas, sauf que c'était sous une apparence, des gens d'avoir accès au logement. Parce que, au fond, cette finance est plus inclusive que ce qui se passe dans les pays en développement ou dans les pays émergents. Dans les pays en développement et dans les pays émergents, on observe une relation entre le développement du secteur financier et la montée des inégalités. Ce qui n'est pas le cas, et même c'est le cas contraire dans les pays développés. Bon, d'autre part, la mobilité du capital amplifie le biais technologique, c'est-à-dire au fond la prime donnée au travail qualifié. Il faut rappeler quand même que dans la montée des inégalités dans le monde, l'effet essentiel, c'est largement cette histoire de biais technologique, c'est-à-dire le fait qu'il y a un accroissement des qualifications requises, il y a une sophistication des équipements, etc., qui produit cette montée des inégalités et que, bon, voilà, on peut essayer de corriger, mais c'est un fait. Et le financement, dans la mesure où il finance justement ce capital technologique, est susceptible d'amplifier ces inégalités, mais pour le coup, vous voyez, c'est pas la même chose, quoi, de dire la finance n'est pas inclusive et puis de dire la finance accroît le biais technologique. D'autre part, eh bien, elle accroît la rentabilité du capital. Comme on sait que les inégalités de richesse sont plus importantes que les inégalités de revenus, eh bien, ceci conduit à une dynamique des inégalités. Alors, surtout, et j'en viens à votre question, il se trouve qu'en effet, l'évolution des niveaux de rémunération dans le secteur financier a contribué de façon extrêmement significative à la montée des inégalités. Voici deux graphiques. L'un, celui de gauche, qui prend des pays dans lesquels eh bien, cette montée a été... Vous voyez, ce sont les salaires relatifs, les salaires relatifs dans la finance, je crois base 100 au départ. Et vous voyez que vous avez des pays, évidemment les États-Unis, le Royaume-Uni, je crois la France, etc., où ça monte. C'est moins vrai dans les pays du graphique de droite. Je ne sais pas si vous voyez, oui, sans doute mal, les pays en question, mais bon, peu importe, je ne suis pas en train de parler de... j'ai mis les deux graphiques pour montrer que ce n'est pas systématique, mais qu'en effet, sur l'ensemble des grands pays dont on parle d'habitude, il y a cette augmentation des salaires réels dans la finance qui sont importants. Là, vous avez avant la crise, vous avez la part des profits dans les institutions financières, les établissements, oui, les institutions financières, par rapport aux profits dans le reste de l'économie. Et vous voyez qu'il y a eu une explosion des profits dans le secteur de la finance. Donc, de fait, il y a cette croissance, enfin, le développement financier manifestement contribue à la montée des inégalités. Il reste à voir, bon, après tout, ça pourrait être un phénomène de qualification. Alors, il y a des gens qui ont regardé ça de façon un peu plus sérieuse et qui disent non, pas du tout, c'est pas vrai. On peut en tout cas avoir la question en tête. D'autre part, est-ce que ça concerne toutes les activités financières? La réponse est non. Ça concerne essentiellement les activités de marché. Comment expliquer la persistance? C'est une question vraiment importante. Comment se fait-il que la finance, au fond, semble disposer d'une sorte de rente de situation qui si c'est une rente de situation, la concurrence est, bon, dans la finance, en principe, on est dans une situation de concurrence. La concurrence devrait effacer cette rente de situation. Or, ce n'est pas le cas, ça se perpétue. Alors, il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi, Patrick Artus en particulier, pourront en parler, mais c'est vrai que, d'ailleurs, bon, on a discuté ensemble suffisamment souvent, les équipes sont susceptibles de se déplacer
d'un lieu à l'autre, d'un marché, enfin, d'une institution à l'autre, et que du coup, il y a une sorte de, en effet, de rente de situation, de rente de monopole qui se constitue et qui se perpétue. Et enfin, quel coût pour l'économie? Là, pour le coup, il faut être modeste, on ne sait pas vraiment le dire. Je rajoute que cette évolution concerne aussi les hauts dirigeants de très grandes entreprises. Et quand vous regardez, parce que maintenant ce qu'on regarde, c'est surtout le 1% de la distribution des revenus. Et c'est là, d'ailleurs, que surtout que se sont faits, que se sont amorcées, développées les inégalités. C'est sur cette portion très particulière, vous trouvez beaucoup, justement, vos traders. Enfin, pas, ouais, c'est un raccourci. Bon, alors si en plus c'est pas les vôtres, non, bien. Pour ne pas exploser les choses, je passe à ma deuxième partie, c'est-à-dire la financiarisation des politiques d'entreprise. Donc quelle justification, quelles conséquences sur les rations de production. Alors, je voudrais d'abord préciser que ce que je vais dire ne concerne pas toutes les entreprises et ne concerne pas tous les systèmes économiques et sociaux. Il faut qu'il soit clair quand même qu'on pourra trouver beaucoup de cas et me mettre sous les yeux bien des cas où ce que je vais dire ne se révèle pas vrai. Il y a des entreprises qui pratiquent des politiques sociales progressistes, etc. Et il y a des pays qui, en effet, ont dans leurs habitudes et éventuellement dans leurs lois, en tout cas dans leur code de bonne pratique, des clauses qui disent que l'entreprise doit être gérée dans l'intérêt général de l'entreprise. C'est le cas d'ailleurs en Europe officiellement. Ce que je vais dire donc s'applique plutôt à la théorie anglo-saxonne, sauf que cette théorie anglo-saxonne, d'une certaine façon, c'est un peu le courant dominant, et que c'est celle, d'ailleurs, j'ai le regret de le dire et de le faire, c'est celle que l'on enseigne. Et c'est en effet là-dessus qu'est un peu créée la philosophie de la gouvernance d'entreprise. La théorie anglo-saxonne de la gouvernance est fondée sur le principe de la maximisation de la valeur actionnariale. La financiarisation des décisions d'entreprise, c'est l'objectif affiché pour l'entreprise de maximisation de la valeur actionnariale. Aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, les dirigeants de l'entreprise ont l'obligation de gérer celle-ci en fonction des intérêts des actionnaires et donc de créer de la valeur pour l'actionnaire. Donc, ce qu'on appelle d'ailleurs la théorie de la gouvernance, c'est comment fait-on pour aligner les comportements des dirigeants des entreprises sur les intérêts des actionnaires. Alors il y a pour ça un tas de trucs. Il y a le conseil d'administration qui est là pour précisément faire respecter ce principe. Il y a ce qu'on appelle la discipline de marché, c'est-à-dire le fait que le marché sanctionne lorsque ceci n'est pas fait, et notamment sanctionne par le biais des offres publiques d'achat. Il y a les incitations qui sont données aux dirigeants d'entreprise en termes de stock options, de distribution d'actions, etc. et de bonus. Bon, ceci étant dit, pour à la fois essayer de justifier ceci, en voir les conséquences, je pose deux questions qui sont deux questions très importantes, enfin qui sont des questions, oui, de fond de l'analyse économique, en tout cas de l'économie d'entreprise. D'abord, pourquoi l'entreprise existe? Alors,
L'entreprise existe parce que les marchés ne peuvent pas tout coordonner. On ne peut pas imaginer que toute la coordination des décisions individuelles se fasse par le biais de marchés. En fait, nous savons bien que cette coordination, elle intervient par le biais de routines, par le biais de comportements, de conventions, par le biais de lois, de règles, etc., formelles ou informelles. Cette coordination, elle intervient par le biais d'institutions. Et les institutions, ça fonctionne par des relations bilatérales, donc, alors que les marchés sont, sur les marchés, il y a des relations en principe anonymes, et d'autre part, dans les institutions, il y a des relations durables qui se créent, des relations hiérarchiques, alors que sur le marché interviennent des relations ponctuelles et des relations de court terme et des relations décentralisées. Donc, à la différence, très bien, donc premier rappel à l'ordre, donc voilà, donc je continue, c'est néanmoins, donc, mais je tiens compte. Donc, ma première la réponse à la première question, elle est simple. Les institutions, c'est pas comme les marchés, ça fait autre chose. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une entreprise. Ensuite, qui doit disposer des droits de propriété de l'entreprise? Ou encore, à qui appartient l'entreprise? La réponse dominante, c'est les actionnaires. Alors, pourquoi les actionnaires? Eh bien, parce que ce sont les propriétaires de l'entreprise. Sauf que cette réponse n'a pas de sens, puisque la question, c'est pourquoi, à ce moment-là, elle appelle une autre question, qui est pourquoi les actionnaires sont les propriétaires de l'entreprise. Et donc, en réalité, on a cherché tout un tas... Cette question est extrêmement compliquée et profonde. On a cherché des réponses. La réponse qui me paraît la plus convaincante, mais je vais dire tout de suite qu'elle ne me convainc pas du tout, consiste à dire, elle est très paradoxale, elle consiste à dire en fait, les apporteurs de capital, les apporteurs de fonds propres sont en réalité ceux qui sont les plus démunis, les actionnaires, les salariés, les fournisseurs, les clients, eux disposent de contrats. Et donc, si le contrat n'est pas respecté, l'entreprise est en faute, et puis s'ils ne sont pas contents, ils peuvent s'en aller, ils peuvent rompre le contrat. Alors que l'actionnaire, une fois qu'il a mis son argent dans l'entreprise, eh bien cet argent, ça devient des équipements, etc., et il ne peut pas récupérer. Donc, d'une certaine façon, les actionnaires sont dans un rapport de force défavorable par rapport aux autres parties prenantes de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle il faut leur donner le pouvoir de décision. Et en faisant cela, d'ailleurs, eh bien, tout le monde sera content, c'est-à-dire tout le monde pourra en profiter, c'est-à-dire les intérêts de tous seront préservés. Alors cette dernière réponse n'est évidemment, enfin pour moi, pas convaincante, parce que vous pouvez dire aussi que si je demande aux salariés d'investir dans l'entreprise, d'investir dans une culture d'entreprise, d'investir dans des savoirs spécifiques, eh bien ces savoirs spécifiques sont effectivement dispersés lorsque il y a licenciement. Donc le salarié arrive lui aussi avec un investissement spécifique. Vous pouvez dire de la même façon, lorsque l'entreprise prend des risques, par exemple, mettons des risques du fait d'un endettement trop élevé, eh bien ceci va se traduire aussi par une perte pour le prêteur. Donc au total, si vous donnez le pouvoir aux actionnaires, d'une certaine façon, vous introduisez une désincitation à la coopération. Alors, la coopération est quelque chose d'important. Je disais tout à l'heure, les institutions résolvent des problèmes que les marchés ne savent pas résoudre, les asymétries d'information, mais aussi l'incitation à coopérer. Donc, ceci va en effet
disparaître. Donc, en réalité, pourquoi la financiarisation? Vous n'allez pas l'expliquer comme par ce que je viens de dire. En réalité, la financiarisation de l'économie, elle s'explique pour l'essentiel par le fait que le capital est devenu mobile du fait des mouvements de capitaux plus importants, du fait des nouvelles technologies de l'information, du fait de la montée des fonds de placement qui ont établi un rapport de force favorable à la finance, ce qui conduit à un ensemble de choses, de désagréments, de déviances importantes, la négation justement des fonctions de l'entreprise que j'ai essayé d'expliquer, du fait une gestion court-termiste. On dit assez que les marchés ont une vision de court terme qui est défavorable à tout le monde, à la croissance et à l'ensemble des parties prenantes, que ça conduit à des manipulations dont on avait vu des exemples lors de la première crise, celle du début des années 2000, avec les scandales Enron, etc., et à des prises de risques inconsidérées. Pour corriger ces déviances, je ne vois pas tellement d'autres solutions en réalité que donner à l'entreprise un autre objectif que vous pourrez appeler intérêt général, que vous pourrez appeler le bien commun, que vous pourrez dire la responsabilité sociale de l'entreprise. Et comme Pierre-André de Chalandard va s'exprimer sur ce point, ça va me permettre d'en parler très peu. Juste, je voudrais dire deux petites choses. La première, c'est que il est dit que donner trop d'objectifs à une entreprise, ça peut être mauvais parce que le dirigeant d'entreprise, il ne va pas savoir ce qu'il faut faire, est-ce que c'est les intérêts des uns ou des autres, et deux, il ne pourra pas être contrôlé parce qu'on n'aura pas suffisamment de critères pour contrôler s'il fait bien ou pas son travail. Au passage, vous trouvez ça dans un article de Tirole, et c'était du temps où il était peut-être moins intéressé par le bien commun, et c'est d'ailleurs le premier chapitre de son gros ouvrage, très gros ouvrage, sur la théorie financière de l'entreprise. Et c'est le premier chapitre et où il détaille cette idée. Alors, en dépit de la grande révérence, grande admiration qu'on peut avoir pour Tirole, cet article, qui est d'ailleurs un argument assez basique, cet argument ne me paraît pas vrai du tout. Je crois au contraire, Pierre-André de Chalandard pourra me contredire, mais je crois au contraire que le job du dirigeant d'entreprise, c'est justement d'imaginer des compromis entre les parties prenantes qui assurent quand même la pérennité de l'entreprise. Et c'est au fond ce qu'on devrait lui demander. Deuxième petite chose, qui est en fait une grande chose, pour que l'entreprise soit pérenne, il faut qu'il y ait des engagements et des engagements durables entre les parties prenantes. Et aujourd'hui, l'engagement durable entre les parties prenantes, celui qui pose le plus de problèmes, c'est l'engagement du capital, du fait de sa mobilité, de la flexibilité, etc. Et donc, on a besoin justement d'un engagement de long terme du capital, ce qui fait appel à ce qu'on appelle le capital patient. Et ce capital patient, on le trouve via peut-être l'actionnariat salarié, via la modification de la gouvernance des fonds d'investissement, etc. Alors, je n'ai pas de conclusion, parce que j'avais prévu rationnellement que je serais en retard, et donc je vais me borner à dire, faire une transition avec ce qui sera dit ensuite, notamment par Pierre-André de Chalandard. Je vous remercie de votre attention. Le sujet qui m'a été demandé, même si j'ai joué un petit peu un rôle dans la définition du sujet, c'est le lien entre bien commun et entreprise. Et qui sont deux choses qui ne sont pas apparemment très faciles à concilier. Ça n'évoque pas la même chose, le bien commun et l'entreprise. Et donc l'angle que je propose, c'est de dire que la responsabilité d'entreprise est un moyen
de réconcilier, ou en tout cas de faire que ces deux notions qui sont très différentes puissent converger. Parce qu'une entreprise, si je prends l'acceptation classique d'une entreprise, c'est une organisation qui vise à produire des biens et des services dans le but de réaliser un profit, et de le partager entre ses associés. Je ne sais pas si ça suffit à être constitutif du péché dont vous avez parlé tout à l'heure, mais c'est ça l'objectif d'une entreprise. Alors que le bien commun, ça évoque des choses assez différentes. Alors, les sessions d'hier avaient pour objectif, notamment le matin, d'essayer de définir le bien commun. On a vu que c'était difficile, que c'est d'ailleurs une notion qui est rarement explicitée. Je l'avais cherché avant d'écouter hier comment la définir. J'aime bien cette définition de la doctrine sociale de l'Église, hein, que je rappelle, puisqu'on y a fait allusion, mais si Émilie Tardivelle l'a cité hier, un ensemble de conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre la perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Il ne consiste pas dans la simple somme du bien particulier de chaque sujet du corps social. Il n'est possible qu'ensemble de l'atteindre, de l'accroître et de la conserver. J'aime bien cette définition. On a vu qu'il y avait beaucoup de manières de concevoir le bien commun. Historiquement, en fait, c'est beaucoup l'État qui s'est attribué la responsabilité de poursuivre le bien commun, qui d'ailleurs, il a souvent été confondu avec l'intérêt général. L'archevêque de Canterbury nous a rappelé hier qu'il ne fallait pas confondre le bien commun et l'intérêt général. Mais d'un point de vue, quand on est dans le domaine de la politique et de l'économie, les deux ne sont pas si différents que ça. Et donc, pourquoi est-ce qu'une entreprise peut, et comment elle peut s'intéresser au bien commun ? Et je crois que ces questions, elles ont été présentes dès le début du capitalisme, dès le 19e siècle, par rapport à l'histoire dont on a parlé hier. C'est une histoire récente, mais dans une entreprise, je pense que c'est là que ça a commencé. Et il y a eu deux types de réponses qui se sont, selon les périodes, selon les convictions idéologiques, soit opposées, soit complétées. La réponse étatique, qui est en fait de dire que pour réguler le capitalisme, pour en éviter les effets les plus contradictoires avec le bien commun, il fallait mettre des règles pour les entreprises, il fallait les contraindre dans certaines directions. Et puis, une démarche volontaire qui émanait du monde de l'entreprise et qui est alimentée par soit la conviction des entrepreneurs au départ, soit il peut y avoir les deux, une méfiance vis-à-vis du rôle jugé tentaculaire et manquant d'efficacité de la sphère publique. C'est d'ailleurs intéressant de noter que dans le domaine économique, il y a une certaine ambiguïté du rôle joué par l'État, qui est vis-à-vis du bien commun. Et donc l'État, il y a eu de plus en plus le développement d'institutions créées par la puissance publique, mais plus ou moins indépendantes de l'État, qui étaient chargées d'assurer une meilleure régulation de l'économie. On le voit dans le domaine alors dans l'économie, on le voit d'ailleurs dans d'autres domaines. C'est d'ailleurs, on a parlé du livre de Jean Tirole, Économie du bien commun. Dans son introduction, il dit que la recherche du bien commun passe en grande partie par la recherche d'institutions visant à concilier autant que faire se peut l'intérêt général et l'intérêt individuel. Donc si l'intérêt général c'est l'État, c'est pas forcément l'État qui est le mieux à même d'aller dans cette direction. En ce qui me concerne, moi, je m'intéresserai pour l'essentiel à la démarche volontaire des entreprises, en essayant de montrer comment elle a évolué, et elle s'est formalisée progressivement de ce qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité sociale d'entreprise ou RSE. Et par rapport à la question qui a été posée par le père Louzeau, c'est une traduction de Corporate Social Responsibility, et le mot social en anglais, c'est entre social et sociétal, en fait. Donc, c'est pas le mot social dans l'acceptation relation sociale au sens français. Alors la paternité de ce concept, elle est en général attribuée à un économiste américain, Howard Bowen, qui a publié en 1953 un livre, Social Responsibility of the Businessman, qui s'inscrit dans le courant de réflexion des églises protestantes aux États-Unis, qui sont un peu le pendant de la doctrine sociale de l'Église, développée à partir de Rerum Novarum, comme on l'a vu hier. Et pour Bowen et les pères de la RSE, cette RSE s'inscrit dans l'idée protestante de stewardship, c'est dans laquelle le devoir d'un homme d'affaires qui a réussi et dont la prospérité ne se justifie que si elle contribue aussi au bien-être de la communauté au sein de laquelle ses affaires ont pu prospérer. Il y a encore une sorte de contrat implicite entre l'entreprise et la société dont le mot d'ordre était un peu giving back.
Donc pour Bowen, la RSE renvoie à l'obligation pour les hommes d'affaires de prendre des décisions répondant aux objectifs et aux valeurs qui sont considérées comme désirables dans notre société. C'est intéressant de noter que cette notion elle est apparue à un moment où il y a une séparation de plus en plus nette entre la propriété de l'entreprise et le management de l'entreprise. On n'est plus à l'époque du paternalisme social de la fin du 19e en Europe aux États-Unis, mais on est dans l'ère du capitalisme managérial qui explique les questions qui ont été posées par Jean-Paul Paulin tout à l'heure. Et donc, cette notion de RSE, elle est fondamentalement liée à l'apparition de la notion des parties prenantes, les stakeholders, par opposition aux seuls actionnaires, les shareholders. Et les théories en fait, de Bowen ont été dès le début contestées par tout ce qu'on appelle le courant libéral. Et Jean-Paul Paulin a décrit l'entreprise comme étant dans ce courant libéral qui était incarné dans les années 70 par Milton Friedman, mais pour qui la responsabilité ne peut être qu'individuel, et le rôle des entreprises doit être au contraire la recherche d'un profit maximum au bénéfice des actionnaires, point final. La dimension sociale et la dimension personnelle relevant de registres distincts. Pour les partisans de la RSE et des parties prenantes, elles considèrent que la direction d'une entreprise doit se soucier également à la fois du bien-être de ses salariés, de ses clients et de son environnement au sens large, qui sont ses parties prenantes. En Europe, le développement de la RSE était beaucoup plus tardif qu'aux États-Unis, et il y a eu une sorte de, par rapport à cette vision protestante, une sorte de laïcisation de la notion, même si cette notion correspond de plus en plus à la recherche de sens au sein des organisations. Ce qui est intéressant, c'est que les Européens ont, dans un premier temps, beaucoup plus investi sur les sujets liés à l'environnement, ce qu'on appelle le développement durable, et beaucoup moins sur les sujets éthiques et les liens entre l'argent et la morale. Je pense que c'est parce que l'Église catholique hésite souvent à s'aventurer sur le terrain de la réflexion morale en économie, alors qu'elle est très présente sur le plan de la morale personnelle et sur les sujets plus anthropologiques. Mais ça, c'est une opinion personnelle. Alors que le protestantisme, et comme on l'a vu depuis Max Weber, a toujours abordé les questions temporelles, financières, entrepreneuriales, avec, comme le dit Samuel Rouvillois dans un ouvrage récent, avec plus de simplicité et de franchise. Je voudrais, de ce point de vue-là, apporter un témoignage, un exemple que j'ai vécu chez Saint-Gobain. J'étais expatrié au début des années 90 aux États-Unis dans une société américaine où on était en train de définir une nouvelle stratégie, ce qui passait par la définition, dans un concept américain, de la définition des valeurs communes liées à cette vision. Je rentre en Europe. Et c'était ma première expérience opérationnelle aux États-Unis. Et là, quand je commence à expliquer, il faut qu'on écrive nos valeurs, on m'a regardé avec surprise. Dans les pays latins, afficher les valeurs, écrire les choses, c'était pas dans les habitudes. C'était à la limite dire ce qu'on ne faisait pas. Ceux qui parlaient d'environnement, c'était en général les plus grands pollueurs. Ceux qui parlaient d'éthique, les plus grands corrupteurs. Et donc, il valait mieux ne rien dire et essayer de faire dans la culture latine. Pour les protestants américains, en fait, c'est l'inverse. C'était un guide, afficher les valeurs, c'était un guide pour devenir meilleur. Donc ça explique que dans une société comme Saint-Gobain, qui était quand même plutôt latine, on a formalisé ces valeurs dans ce que nous appelons aujourd'hui nos principes de comportement et d'action seulement en 2003, après bien beaucoup de grands groupes américains. Et j'ai coutume de dire en boutade, et je m'excuse auprès de cette audience, que chez Saint-Gobain, nous sommes de ce point de vue-là tous devenus protestants. Le développement plus récent donc, de la RSE, il doit beaucoup, dans sa conceptualisation, à l'ONU et à l'initiative lancée par son secrétaire général de l'époque, Kofi Annan, demandant aux entreprises d'adhérer au pacte mondial, c'est-à-dire de s'engager à respecter et militer pour qu'une série de principes, on en avait 10 en fait, soient appliqués partout. Et en fait, quand on est dans un univers mondialisé, c'est bien aux organismes qui essayent d'assurer une gouvernance mondiale qui revient de faire émerger le bien commun et d'en faciliter la mise en œuvre. Mais les autorités européennes s'y sont intéressées aussi. Dans le cadre de la stratégie Lisbonne, un livre vert sur la RSE a été publié, mais il n'a pas véritablement abouti. Et en France, aussi, la loi NRE de 2001 a fixé toute une série d'obligations de rendre compte de la manière dont les sociétés prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité. Progressivement donc, et avec, je crois, une accélération récente importante, la RSE s'est un peu institutionnalisée sous la
l'effet à la fois donc de ces organismes publics, et on retrouve les tensions que j'évoquais au début entre la régulation par l'extérieur et les démarches volontaires, mais aussi par les demandes des parties prenantes, et puis, et ça c'est le plus important, la prise de conscience par les entreprises dans ce contexte managérial elles-mêmes de l'intérêt pour elles de la RSE. Parce qu'en fait, on peut faire le business case de la RSE, et soutenir que la RSE améliore la performance globale et donc financière de l'entreprise. Alors, comment on peut définir la RSE tout d'abord ? Je retiendrai une définition qui a été donnée par une norme, puisque maintenant il y a des organisations de normalisation qui se sont intéressées à ces sujets. D'ailleurs, il y a plein de consultants, plein d'agences de notation. On pourrait dire qu'il y a un marché de la vertu qui s'est créé. Et donc, je reprends la définition de la norme de 2010, qui définit la RSE comme la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de décision, on retrouve la notion d'impact social tout à l'heure, et d'activité sur la société et l'environnement se traduisant par un comportement éthique et transparent qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société, qui prend en compte les attentes des parties prenantes, qui respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales de comportement et qui est intégré dans l'ensemble de l'organisation et mis en œuvre dans ses relations. Donc c'est une définition assez large, mais qui montre clairement qu'en se préoccupant de RSE, et dans la mesure où ça va au-delà du discours et de la communication des entreprises, ça contribue directement à ce qu'on peut appeler le bien commun. Alors là, selon le compendium de la doctrine sociale de l'Église, l'entreprise remplit aussi une fonction sociale en créant une opportunité de rencontre, de collaboration, de mise en valeur des capacités des personnes impliquées. Donc la distinction entre morale et économie ne comporte pas une séparation nette entre les deux domaines, mais une réciprocité importante. L'entreprise n'est pas regardée dans la doctrine sociale de l'Église comme un simple ensemble économique au service des actionnaires, mais comme un ensemble humain, vivant, tissu de relations entre ses collaborateurs, avec ses investisseurs, ses fournisseurs et les mondes dans lesquels elle s'inscrit. Mais c'est vrai que la tradition latine obligeant, l'Église catholique a plus que l'école morale protestante tendance à mettre l'accent sur la nécessité de la régulation. En tout cas, régulation ou autorégulation, dans les deux cas, ce qui est important, et ça c'est nouveau, c'est qu'il faut objectiver les efforts, on est dans le monde de l'entreprise, mesurer l'action. Dans les entreprises, what gets measured gets done, et donc une mise en œuvre effective de la RSE, et ça montre que là on est bien au-delà de la communication, s'accompagne de la mise en place aujourd'hui de toute une série d'indicateurs pour mesurer les progrès. Et donc les entreprises ont mis en place progressivement des outils de reporting sophistiqués. Il y a plusieurs référentiels qui existent. Chez Saint-Gobain, nous utilisons le plus utilisé qui s'appelle le GRI, qui vient de la sphère onusienne. Et ces sujets sont aujourd'hui, pour satisfaire à ces normes, ce reporting, ça nécessite dans les entreprises la mise en place d'organisations dédiées, importantes à tous les niveaux, et avec depuis quelques années une attention très grande portée par les conseils d'administration, dont beaucoup mettent en place, c'est le cas chez Saint-Gobain, un comité spécialisé qui est chargé de suivre l'action de la direction générale dans ces domaines. Ces reportings d'ailleurs, ils sont souvent audités, ils sont soumis à des organisations externes, des ONG, et ils donnent lieu, comme je le disais, à des notes qui sont délivrées par des agences spécialisées, et ça ce qui est intéressant, les avis sont de plus en plus scrutés par des investisseurs et les actionnaires, les institutions qui se préoccupent de ce qu'on appelle aujourd'hui l'investissement socialement responsable. C'est une tendance récente très importante. Et donc pour un dirigeant d'entreprise, on a vu qu'elles peuvent être, tout à l'heure on a dit qu'il était incité à s'aligner sur les intérêts de ses actionnaires, il est toujours à la recherche de nouveaux actionnaires. Et donc c'est un moteur de leur intérêt pour la RSE, c'est que si les actionnaires demandent qu'ils s'y intéressent, ils vont s'y intéresser. Et donc on peut faire rejoindre le bien commun en faisant le business case de la RSE. Au-delà de ce point-là, donc il y a un cercle vertueux qui s'inscrit. Faire le business case de la RSE, je reprends la norme, il y a plein d'exemples qui montrent
que ça peut être source d'intérêt pour l'entreprise. La norme 2006, elle indique que ça peut, au-delà du pur altruisme, la performance d'une organisation vis-à-vis de la société dans laquelle elle opère et vis-à-vis de son impact sur l'environnement sont devenues une composante critique de la mesure de ses performances globales et de sa capacité à continuer de fonctionner de manière efficace. La réalité et la perception des performances des organisations en matière de RSE peuvent avoir une incidence sur ses avantages concurrentiels, je reviendrai sur certains de ces points, sa réputation, sa capacité à retenir et attirer ses salariés ou ses membres, ses clients et ses utilisateurs. Je pense que c'est un point extrêmement important aujourd'hui. La vision des investisseurs, des propriétaires, des donateurs, des sponsors et de la communauté financière, et ses relations avec les autres entreprises, les pouvoirs publics, les médias, les fournisseurs au sein de laquelle elle intervient. En d'autres termes, on peut faire, selon la norme, et je pense que ça correspond à la réalité, de bonnes affaires en faisant de bonnes actions. Alors je voudrais maintenant essayer d'illustrer cette thématique en prenant l'exemple que je connais le mieux, qui est celui de Saint-Gobain. Je voudrais dire que je ne vais pas chercher à faire un exercice de glorification, voire d'auto-glorification, mais je voudrais juste apporter un témoignage sur ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises. En ce qui concerne Saint-Gobain, nous nous sommes engagés résolument depuis plusieurs années dans ce champ de la RSE, avec 4 actions clés pour lesquelles nous mesurons nos progrès de plus en plus systématiques, avec une batterie d'indicateurs chiffrés et en utilisant les méthodologies dont j'ai parlé. Ces 4 actions clés, elles découlent toutes, et je reviens sur les valeurs, de l'application de nos principes de comportement et d'action auxquels j'ai fait référence. Donc on est très loin d'un exercice qui relèverait purement d'action de communication. Nos principes de comportement chez Saint-Gobain, c'est l'engagement professionnel, le respect des personnes, l'intégrité, la loyauté et la solidarité. Et nos principes d'action, c'est le respect de la légalité, le respect de l'environnement, le respect de la santé et de la sécurité au travail et le respect des droits des salariés. Alors si je reprends les 4 champs, dans le domaine social, nos engagements, ils correspondent d'abord, en ce qui concerne Saint-Gobain, à notre histoire et à une longue tradition. J'ai parlé du catholicisme social à la fin du 19e. Saint-Gobain a apporté, avec d'autres, une contribution importante à ce courant. Aujourd'hui, notre objectif, il est plus d'encourager l'épanouissement professionnel dans la ligne de ce que disait aussi l'archevêque de Canterbury hier, en offrant un environnement de travail qui permet de concilier performance au travail et bien-être des salariés. Dans le domaine sociétal, notre objectif, c'est de contribuer au développement local. Nous avons créé en 2008 une fondation, Saint-Gobain Initiative, qui a vocation à favoriser l'insertion dans les métiers du bâtiment et à encourager la rénovation de l'habitat social, en particulier dans le domaine de l'efficacité énergétique. Donc l'idée, c'est que cette fondation, elle soutienne des projets parrainés par nos salariés et proches de nos sites industriels, donc pour être proche de notre environnement local. Dans le domaine de l'environnement, nous nous sommes engagés à limiter nos impacts environnementaux, ce qui revient à assurer le développement durable de nos activités tout en préservant l'environnement des impacts de nos procédés et en maîtrisant les risques sur l'ensemble du cycle de vie. Mais je crois que ce qui est très intéressant chez Saint-Gobain, c'est que la RSE, elle résonne aussi très fortement sur le plan stratégique. Et c'est ça le 4e point. Notre action, notre vision stratégique, c'est d'inventer l'habitat durable. Nous sommes donnés comme objectif de proposer des solutions innovantes pour répondre aux enjeux de la construction durable. En fait, une part très importante des activités de Saint-Gobain permet d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, alors même que le secteur du bâtiment est le principal consommateur d'énergie, puisque en Europe, c'est plus de 40% de la consommation d'énergie. Donc, contribuer à réduire la consommation d'énergie dans le bâtiment, c'est une action fondamentale pour la lutte contre le dérèglement climatique. Donc, ce n'est pas étonnant que nous nous soyons engagés fortement sur ce sujet de du changement climatique. C'est aujourd'hui l'un des défis les plus urgents et les plus sérieux pour l'avenir de notre planète. Et je suis convaincu que les entreprises y ont un rôle très très important à jouer. Historiquement, les entreprises, elles ont toujours été considérées comme faisant partie du problème. Et c'est vrai que les entreprises industrielles, elles sont des émetteurs de gaz à effet de serre.
elles consomment de l'énergie, elles sont considérées comme des pollueurs, mais, et donc pour fabriquer, si je prends l'exemple de Saint-Gobain, pour fabriquer du verre, il faudra toujours de l'énergie, il faudra toujours donc émettre des gaz à effet de serre. Et donc on s'est engagé concrètement, ce qui ne va pas être facile, je l'ai fait ça au moment de la COP 21, à réduire nos émissions de 20% d'ici 2025. Mais les entreprises, et je prends l'exemple de Saint-Gobain, c'est aussi la solution. Si je prends notre exemple, à chaque fois que Saint-Gobain fabrique un double vitrage, donc on va émettre du gaz à effet de serre, une fois qu'il est installé, il va permettre de réduire la consommation d'énergie dans le bâtiment, la consommation de chauffage. Et ça, en fait, sur la durée de vie, c'est 100 à 150 fois la quantité d'énergie qu'il a fallu pour le produire. Donc, on voit bien que nous apportons de ce point de vue-là une contribution importante qui est la solution. Voilà. Et c'est le problème et la solution. Les choses ne sont pas binaires. Donc pour Saint-Gobain, si je résume, et je m'excuse d'avoir été long pour Saint-Gobain, sur Saint-Gobain, c'est à titre d'illustration, contribuer au bien commun à travers l'affirmation et la mise en œuvre de notre responsabilité sociale d'entreprise, c'est directement au cœur de notre projet stratégique, un projet qui doit être porteur de sens pour tous les collaborateurs du groupe. Et je crois que beaucoup d'entreprises essayent chacune à sa manière, de se situer aujourd'hui dans ce cadre. C'est un peu ce que j'ai voulu montrer. L'année dernière, je me suis pas mal impliqué sur ces sujets du climat en écrivant un livre, Notre combat pour le climat. Donc c'est l'industrie qui permettra de trouver les solutions techniques pour combiner la préservation de notre planète avec la croissance des emplois et l'amélioration du bien-être du plus grand nombre. Parce que si je reste sur ce sujet de l'efficacité énergétique, on voit bien qu'il y a des gisements de croissance et des gisements d'emploi en même temps qu'on lutte contre le dérèglement climatique. Et de ce point de vue-là, l'objectif de ce combat sur le changement climatique, ça ne veut pas être la décroissance. Ça doit être une décorrélation entre la croissance, synonyme d'emploi, et la croissance des quantités d'énergie consommées. Donc une croissance plus frugale, mais d'une croissance à bien des égards plus riche. Et il y a des pays, les pays scandinaves, qui se sont engagés dans cette direction et qui montrent que c'est possible. De la même manière, je ne crois pas qu'on peut dire qu'on ne peut pas fustiger le progrès technique qui serait source d'aliénation et se féliciter de l'accès de nombreuses populations, par exemple en Afrique, à l'électricité, grâce à des technologies qui ont été développées grâce au progrès technique de l'Occident. Donc les entreprises, elles font partie de la solution, mais elles ne peuvent pas tout. Et si je reprends, et je retrouve ici le sujet de la régulation, si je prends cet exemple du climat, c'est ce que les entreprises ont indiqué au moment de la COP 21, c'est qu'elles ont besoin, les entreprises, d'un signal, en l'occurrence un signal prix, c'est le sujet du prix du carbone. Si on veut obtenir des progrès importants au niveau global quand on lutte contre le réchauffement climatique, il faudra mettre en place un prix du carbone et ça doit se faire au niveau mondial. Donc là, les démarches volontaires dont j'ai parlé ne peuvent pas suffire. Alors, il y a beaucoup de discussions sur ces sujets, sur la manière de faire, les distorsions de concurrence à éviter. Je pense que ça demandera du temps, mais démarches volontaires et régulation appropriée devront aller, je crois, sur ce sujet de l'environnement, mais c'est vrai dans beaucoup de domaines, de plus en plus de pair. Voilà, pour conclure, je ne voudrais pas donner l'impression d'une vision idyllique, et c'est vrai que la démarche de RSE, elle fait souvent l'objet de critiques. Il y a beaucoup de gens qui disent que les grandes entreprises chercheraient à s'acheter à bon prix une bonne conscience alors qu'elles font beaucoup de péchés, comme vous l'avez dit. Et c'est ces critiques qui renforcent la tendance à la régulation, dont j'ai dit qu'elles étaient quelquefois nécessaires et parfois demandées par les entreprises. Il faut imposer un cadre. Mais j'ai voulu aussi montrer que les entreprises, elles peuvent être sincères dans leur démarche et que les critiques dont elles font l'objet sont aussi un peu l'envers de la médaille. Parce qu'on est dans un monde où la politique ne jouit pas toujours non plus d'une autorité morale qu'elles devraient avoir. Et en fait, les entreprises, elles sont appelées à jouer aujourd'hui dans la société un rôle qui n'est pas forcément dans leur gène. On leur demande de plus en plus. Elles sont devenues un lieu de recherche de sens. Et donc, du coup, après, c'est facile d'en faire un bouc émissaire idéal. Et donc, c'est les entreprises qu'on rend coupables de la mondialisation, de ses excès, de la crise d'identité de leur cas, de la crise du lien social, alors que ça relève plutôt d'autres sujets.
Voilà, je voudrais terminer par deux remarques. La première, c'est que j'ai la conviction que l'exercice de la responsabilité requiert fondamentalement de l'humilité. Il ne faudrait pas, et ce serait le danger d'une formalisation trop grande de la RSE, que cette notion masque la responsabilité personnelle des individus. C'était le sujet de la thèse de Justin Welby, hein, et donc en particulier dans le cas de l'entreprise de ses dirigeants. C'est une des exhortations qu'on retrouve dans toutes les encycliques récentes et qui font donc partie de la doctrine sociale de l'Église, que de se recentrer sur les personnes, hein, qui sont les parties prenantes de l'entreprise. Et de ce point de vue-là, le dirigeant, il en est le point de rencontre. Pour répondre à Jean-Paul Paulin, c'est évident que donner un seul objectif à une entreprise, à un chef d'entreprise, c'est pas réaliste. Il est au confluent de tout ça, le chef d'entreprise. Sa responsabilité propre, c'est d'essayer de donner l'exemple et d'optimiser au mieux les intérêts, pourtant contradictoires, de toutes ces parties prenantes. Et ma deuxième remarque, c'est que je crois que le mouvement qui a poussé les entreprises à se préoccuper de leur responsabilité sociale au sens large, hein, ce mouvement, il va se poursuivre et il va s'amplifier. Je crois que si c'est une préoccupation croissante dans les entreprises, c'est qu'au-delà des éléments réglementaires, la demande des parties prenantes est de plus en plus forte. Et au premier rang de ces parties prenantes, il y a les salariés. Les salariés, ils expriment de plus en plus fortement leur volonté de donner du sens. Je suis très frappé dans le cas des jeunes, hein, dans leur environnement de travail. L'entreprise, c'est avant tout, comme le dit d'ailleurs la doctrine sociale de l'Église, une communauté de personnes. Et le devoir du chef d'entreprise, c'est d'essayer de donner du sens. C'est dans cette quête qu'il peut essayer d'apporter une contribution à la recherche du bien commun. Je vous remercie. Je suis très content d'être là ce matin. Je vais essayer de finir cette matinée sans être trop ennuyeux, mais en prenant le point de vue d'un économiste, hein, et donc un point de vue vraiment volontairement d'économiste. Ce que je voudrais avoir comme progression dans ma réflexion est de repartir de la définition du bien commun. Vous en avez beaucoup parlé, et je crois qu'il est comme utile de le reclasser peut-être du point de vue d'un économiste, puisque je dirais que je m'intéresserai après à ce que l'économie peut apporter à la conception, à la réalisation de politiques économiques, de politiques réglementaires qui peuvent promouvoir le bien commun sous ces différentes définitions. Je m'intéresserai ensuite à ce que dit l'économie de cette question, en partant de l'économie la plus simple. Vous n'êtes pas tous économistes, j'ai bien compris dans la salle, et donc je voudrais peut-être redonner quelques mécanismes simples de l'économie. Les mécanismes les plus simples de l'économie sont évidemment très loin d'être pertinents et très loin d'être convaincants, mais ensuite on a des mécanismes plus intelligents et plus intéressants à regarder. Je reparlerai d'externalité, c'est un sujet qui a été abordé, et je crois que Marc Guillaume, qui quelque part a posé cette question aussi tout à l'heure. Je parlerai d'incitation. Et puis je finirai en disant ce qui est plus compliqué, c'est-à-dire les endroits où les mécanismes habituels de l'économie peut-être ne suffisent pas, où il faut envisager d'autres façons de faire. Et je me demanderai si ces façons de faire sont réalisables et sont en particulier compatibles avec la démocratie, ce qui est une question importante aussi pour les économistes. Voilà. Donc je vais dire des choses que vous avez déjà entendues, et je vais peut-être quand même essayer aussi de donner beaucoup d'exemples, hein, pour donner un peu de chair à cette réflexion. Alors premier point, quand j'ai commencé à travailler sur cette conférence, évidemment il a fallu... mais je crois que vous savez tous que c'est compliqué, que je définisse en langage d'économiste ce qu'on pouvait appeler le bien commun, ce qui est évidemment pas simple. Et il me semble, mais je vais dire peut-être des banalités pour certains d'entre vous, mais du point de vue de l'économiste, il y a trois niveaux. Il y a un premier niveau qui est, et ceci a été déjà évoqué plusieurs fois, les biens communs ou les biens publics, hein, souvent les cas. Donc ce sont des biens qui peuvent être utilisés par l'ensemble des individus, par l'ensemble de la population, de façon non exclusive. Exemple, alors le climat dont on vient de parler, l'environnement dont vous avez déjà beaucoup parlé, mais il y a plein d'autres exemples, hein, la culture,
les fréquences hertziennes, la biodiversité, l'espace. Hein, et donc évidemment, ces biens sont communs à l'humanité et doivent faire l'objet d'une attention particulière des économistes. Donc là, et je dirais même tout à l'heure que la monnaie probablement est un bien commun. Mon voisin de droite proteste. Non, mais je n'avais pas pensé. Non, mais le verre aussi est un bien commun, visiblement. Donc, voilà. Alors là, on est dans le domaine de l'économie. Donc là, les économistes savent faire, normalement, les biens communs, les biens publics. Donc, je dirais comment on sait faire normalement. Le deuxième niveau, c'est des principes acceptés socialement de façon très largement, normalement, majoritaire sur le fonctionnement de la société, le fonctionnement de l'économie. Donc, c'est la lutte contre la pauvreté, la satisfaction des besoins élémentaires, hein, l'alimentation, le logement, l'éducation, la dignité humaine, une protection sociale suffisante, des inégalités pas excessives, etc. Donc là, on est dans... Alors, il peut y avoir des sociétés où ceci n'a pas été considéré comme des besoins élémentaires vitaux, ce l'est dans nos sociétés, et là aussi, je dirais, les économistes savent faire, normalement. Hein. On est dans un champ qui est encore à peu près maîtrisé, et on a des idées de ce qu'il faut faire, mais je donnerai à nouveau plein d'exemples tout à l'heure. Alors, ce qui pose plus, évidemment, de difficultés, c'est la troisième catégorie, qui est le bien commun comme qualité de la vie en commun, hein, pour prendre un terme simple. Et donc, les liens sociaux, les relations entre les individus, la qualité des relations sociales, les systèmes de règlement des conflits, évidemment le corpus institutionnel ou juridique, la nature des solidarités, enfin tout ce qu'on peut appeler le pacte social. Et là, comme je dirais tout à l'heure, on est peut-être déjà assez en dehors du champ de l'économie, c'est-à-dire que nous sommes moins à l'aise, comme économistes pour proposer des fonctionnements, des règles, des politiques qui puissent améliorer cette question. Ça se voit d'ailleurs, et je crois que c'est dans un des textes que j'ai lus, c'était déjà mentionné, dans les questions de mesure. Hein, vous savez que chez les économistes, et la semaine dernière, au journée d'économie de Lyon, où certains d'entre vous étaient, il y avait un débat extrêmement intéressant sur la mesure du bien-être. Hein, évidemment, le produit intérieur brut n'est pas une mesure du bien-être, c'est une mesure du revenu. Et donc, il y a eu beaucoup d'essais. Il y a une commission Stiglitz qui a essayé de mesurer le bien-être, ce qui est sans doute totalement impossible. Hein, je dirais, en tout cas, avoir mesuré le bien-être par un chiffre, sachant que la Banque mondiale utilise quelques centaines d'indicateurs. Hein, mais voilà, donc c'est le passage, en gros, du PIB au bien-être, hein, qui est mon troisième niveau et qui, là, pose plus de problèmes. Alors, deuxième point, la microéconomie basique, que nous dit-elle de ces questions ? La macroéconomie basique, c'est quand même la microéconomie... alors que Jean-Paul Paulin n'enseigne plus, sans doute, parce qu'il ne l'aime pas, mais peut-être qu'il le fait encore, mais qui est quand même la base, je dirais, des enseignements de microéconomie. C'est ce qui nous vient de Walras, Pareto, éventuellement Ricardo, Gérard Debreu, hein, dont vous savez le prix Nobel français il y a quelques années, dont vous savez d'ailleurs qu'il avait une telle estime pour l'économie qu'à la question de savoir ce qu'il aurait aimé faire dans la vie, il avait répondu, en réalité, j'ai fait une grave erreur, j'aurais dû être informaticien. Hein, alors, que nous dit la microéconomie ? Évidemment, elle est extrêmement critiquée. Hein, et vous allez voir tout de suite pourquoi. Il faut quand même voir qu'elle est extrêmement critiquée, mais que les économistes eux-mêmes savent qu'elle est extrêmement critiquable. Hein, donc il ne faut pas pousser trop loin la critique. Donc cette analyse microéconomique traditionnelle, elle part du concept d'utilité individuelle. C'est-à-dire qu'on suppose que chaque individu a une utilité qui dépend d'un certain nombre de variables qui le caractérisent. Dans la version la plus simple, cette utilité ne dépend que de son niveau de consommation. Mais elle peut bien sûr être plus complexe. On peut introduire de l'altruisme. Chaque individu peut s'intéresser à ses enfants, à ses voisins, à sa position relative dans la société. Enfin, mais simplement, c'est une définition de l'individu. Donc l'individu a une utilité personnelle. Et la grande beauté de cette théorie très formelle de microéconomie de base, c'est le grand théorème de la microéconomie qui dit que l'équilibre concurrentiel, je vais définir les mots dans une seconde, est un optimum de Pareto. Alors ne quittez pas la salle. Alors l'équilibre concurrentiel, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire quand même. Hein. Donc chaque individu, absolument dans son coin, et prenant les décisions de toutes les autres comme données, hein, maximise son utilité, dans la version la plus simple, l'utilité de sa consommation. Chaque entreprise, dans son coin, maximise ses profits. La seule information dont ils ont besoin pour faire cela, c'est le système de prix.
Ils n'ont besoin d'aucune autre information. La totalité de l'information utile dans l'économie est révélée par les prix. Ceci aboutit à un équilibre, des prix d'équilibre qui vont égaliser l'offre et la demande pour l'ensemble des produits, des biens et des services. Et cet équilibre, donc, qui résulte de ces décisions totalement individuelles des individus et des entreprises, est un optimum de Pareto, au sens où il n'existe pas d'autres situations où on a plus collectivement à se partager. Donc on ne peut pas trouver un autre équilibre où tout le monde est aussi bien et un certain nombre de gens sont mieux. Si je crois que je suis clair. Donc c'est ce qu'on appelle un optimum de Pareto. Alors un optimum de Pareto, c'est pas forcément formidable. Si vous êtes deux, par exemple Jean-Paul Paulin et moi, j'ai tout, il a rien, c'est un optimum de Pareto, parce que si je lui donne un peu, j'aurai moins. Donc vous voyez que c'est... mais c'est quand même tout à fait extraordinaire. Donc les optima de Pareto peuvent être radicalement indésirables à nouveau. Mais on peut toujours passer d'un optimum de Pareto à un autre par des politiques redistributives. C'est-à-dire j'ai tout, Jean-Paul n'a rien, et puis on partage en deux moitiés égales. Et voilà. Mais on ne peut pas avoir plus. Donc ça, c'est ce théorème extraordinaire. Donc c'est pour ça que Debreu a le prix Nobel. Ne riez pas, c'est quand même... Non mais c'est très beau, c'est extrêmement puissant. Ça veut dire que personne n'a besoin de s'occuper de rien. Chaque individu, chaque entreprise est dans son coin, maximise son utilité individuelle, le système de prix fait le travail, et vous ne pouvez pas faire mieux à la fin. Alors, évidemment, ceci est extraordinairement critiquable. C'est critiquable sur des bases économiques, et je vais le faire dans un instant, puisque ceci fait des hypothèses sur le fonctionnement de l'économie qui sont radicalement irréalistes. Et ceci est critiquable dans l'inversion des normes, je dirais, puisqu'on part de l'individu sans se poser de questions, donc ce qu'on évoquait juste avant, sans se poser la question de savoir s'il y a une utilité sociale. Implicitement ici, on suppose que l'utilité sociale, c'est la somme des utilités des individus. Il n'y a pas l'activité sociale n'existe pas en tant que telle, c'est simplement une représentation agrégée des utilités individuelles. Les poids, d'ailleurs, pouvant ne pas être égaux. On peut très bien pondérer de façon différente les individualités. Alors, voilà. Donc, évidemment, ceci a été beaucoup critiqué. Des économistes de gauche radicaux critiquent l'ensemble de ce qu'on a du mainstream économique sur cette base, ce qui est assez ridicule, puisque personne n'enseigne cela sans dire après que ça ne représente en rien le fonctionnement de l'économie. Donc on a quand même un certain recul par rapport à ce modèle, mais ce modèle est quand même très intéressant, puisque de nouveau c'est quand même le modèle central de la microéconomie qui part complètement de l'individuel. Alors peut-on l'améliorer ? Alors, je rentre ici dans ma première catégorie, donc qui est celle des biens communs ou des biens publics. Et donc, évidemment, ici, le concept central va être de dire que, évidemment, un individu ne va pas du tout s'intéresser à la préservation des biens communs ou des biens publics. Et donc, il va falloir faire quelque chose pour assurer cette préservation. Et ici, comme je le disais tout à l'heure, il me semble que l'économie a un instrument qui permet d'avoir des politiques économiques adaptées. Cet instrument, ce sont les externalités. Et alors, à nouveau, ne quittez toujours pas la salle. Donc, on va parler d'internalisation des externalités. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une externalité ? C'est le fait que les individus, dans ce processus microéconomique de base, oublient l'effet de leurs actions sur les autres. Et donc, mon voisin de droite ne le fait plus, mais dans le temps, son entreprise polluait les rivières. Et l'utilité individuelle de Saint-Gobain n'intégrait pas le coût pour la société de la pollution des rivières. Les Chinois font 74% de leur électricité avec du charbon. Vous savez que l'électricité au charbon, ça émet 2 fois plus de CO2 que l'électricité au gaz naturel et ne s'intéresse pas directement à l'émission de CO2 qui affecte toute la planète et pas spécifiquement la Chine. Donc si les Chinois réduisent aujourd'hui l'utilisation du charbon, c'est pas du tout à cause du CO2, c'est à cause des autres pollutions qui sont en train d'étouffer les populations dans les grandes villes. Mais le CO2 n'est absolument pas une des raisons pour lesquelles les Chinois font des politiques environnementales. Dans la macroéconomie, et pas seulement dans la... Alors, vous pouvez avoir plein d'autres externalités microéconomiques. Alors, par exemple, j'y reviendrai tout à l'heure, le licenciement par une entreprise crée une externalité, puisque l'entreprise ne subit pas les coûts sociaux individuels d'un licenciement. Un individu qui est licencié, évidemment, c'est très, très désagréable pour l'individu. Et après, il est pris en charge par la société qui paye des indemnités de chômage, il paye plus d'impôts, il consomme moins. Donc, il y a une très grosse externalité individuelle et sociale que l'entreprise, normalement, ou en tout cas dans le passé, ne prenait pas en compte. Ceci est vrai aussi complètement dans le domaine de la macroéconomie, pas que de la microéconomie.
Quand l'Irlande a un taux d'imposition des sociétés à 12% pour y attirer les profits de toutes les entreprises de la planète, ça se crée une externalité qui est que les autres pays n'ont pas les profits des entreprises de la planète, quoi, hein. Ou quand Madame May, qui est cette excellente première ministre britannique, dit qu'elle va pratiquement faire disparaître la taxation des entreprises anglaises pour amener en Angleterre toutes les entreprises qui étaient avant dans l'Europe continentale, ça crée une externalité, évidemment, donc, qui est liée à cette guerre fiscale. Vous pouvez parler des taux de change, hein. Quand un pays dévalue son taux de change, c'est bien pour prendre des entreprises et des marchés à ses voisins, hein. Donc il y a plein d'externalités à la fois dans la vie microéconomique et dans la macroéconomie et dans les politiques économiques. Donc à nouveau des situations où les individus n'ont aucune raison de prendre en compte les effets sociaux globaux de leurs actions. Alors, il faut donc internaliser les externalités, et ceci n'est pas extrêmement compliqué. Je vais prendre 2 ou 3 exemples. Dans le domaine de l'environnement, Pierre-André en parlait, hein, on espère tous qu'il y aura un jour un prix du CO2 mondial. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais beaucoup d'entreprises, dont la tienne, ont des prix internes du CO2, hein, ce qui permet au moins que les décisions de l'entreprise font comme s'il y avait un prix mondial du CO2. Et donc ceci, si on faisait ça partout, on n'utiliserait pas le charbon pour faire de l'électricité, hein, puisque le charbon deviendrait plus cher que d'autres formes d'énergie. Dans le domaine des conflits sociaux, par exemple, qui sont une forme aussi d'externalité, hein, on essaye de trouver des arrangements collectifs coopératifs, hein, avec des procédures, avec des arbitrages, avec des règles qui font qu'on ne peut pas déclencher une grève dans certains pays avant qu'il y ait eu un arbitrage, une discussion. Dans la finance, dont nous parlait Jean-Paul Pelin ce matin, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Paul, il y a une bonne et une mauvaise finance. La mauvaise finance, c'est quelque chose qui s'appelle, vous savez, en particulier le high frequency trading, hein, le trading à haute fréquence. On parlait des traders ce matin. Les traders sont plus des individus. Il faut que vous sachiez que les traders aujourd'hui sont des ordinateurs, hein, qui simplement opèrent tellement vite qu'ils opèrent plus vite que les marchés. Hein, ce qui fait qu'ils peuvent gagner pratiquement avec certitude de l'argent. 70% des échanges d'actions aux États-Unis sont faits par des traders à haute fréquence. Hein. Donc, si ça vous intéresse tout à l'heure, c'est assez amusant de regarder. Là, on a un instrument qui s'appelle la taxe sur les transactions financières. Vous taxez les transactions financières, il n'y a plus de traders à haute fréquence. Donc on va réinternaliser il y a une externalité parce que le trading à haute fréquence détruit de l'information. Les cours boursiers ne reflètent plus les vraies valeurs des entreprises. Il y a trop de volatilité. Donc les entreprises peuvent plus servir des actions pour se financer. Oui, il y a plein de... Voilà. Bien entendu aussi, dans le domaine de l'emploi, il y a une proposition qui a été faite d'ailleurs reprise par Jean Tirole, qui est la proposition de malus, de bonus-malus pour les entreprises. Une entreprise qui licencie... On supprime complètement les règles du licenciement, mais on met un malus. Donc les entreprises qui licencient payent une charge qui correspond aux coûts sociaux et personnels liés au licenciement. Et on suppose de ce fait que l'entreprise qui licencie, acceptant de payer ce coût, qui peut être extrêmement élevé, licencie de bonne foi. Ce n'est pas un licenciement boursier, entre guillemets, comme on dit parfois, puisqu'elle accepte de payer le vrai coût du licenciement pour la société, donc elle a vraiment besoin de faire le licenciement à cause de sa mauvaise situation. Donc je pourrais continuer à donner plein d'exemples, mais vous voyez qu'il me semble qu'on est capable de traiter, dans la plupart des cas, les problèmes d'externalité. C'est-à-dire ce qui n'est pas pris en compte dans l'équilibre de base, c'est-à-dire à nouveau les effets induits des décisions des uns sur le bien-être des autres. Alors cependant, ceci ne traite que la question des externalités, ça ne traite pas la deuxième question qui est celle du respect des principes de base de fonctionnement de la société. C'est-à-dire... à nouveau, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les inégalités, la fourniture d'un logement, la dignité, l'éducation, la culture. Enfin, vous pouvez avoir une protection sociale minimale, vous pouvez avoir plein de définitions. Alors ici, je pense qu'à nouveau, les économistes sont toujours dans leur champ, mais que ce n'est pas aux économistes à définir ces principes de fonctionnement de la société. Donc les économistes n'ont pas à se substituer, c'est un débat d'abord qui est assez important pour nous, il me semble. Les économistes n'ont pas à se substituer à la société ou à ses représentants
pour définir que tel niveau d'inégalité est inacceptable, que le salaire minimum doit être à tel niveau, ou qu'on doit avoir telle ou telle politique du logement. Il me semble que le travail ici des économistes, c'est de donner à la société ou à ses représentants des idées sur les bons instruments de manière à atteindre ces objectifs. Et ici, nous rentrons dans un second domaine extrêmement développé de l'économie, qui est le domaine des incitations. Alors, qu'est-ce que c'est une incitation ? En fait, une incitation, c'est... on part de l'idée, quand même encore, que les individus ont une vision relativement personnelle de ce qui leur est bénéfique, les individus ou les entreprises, et les États mettent en place des politiques qui vont inciter les individus à se comporter d'une manière favorable, c'est-à-dire à changer leur comportement spontané de manière à aller dans le sens des objectifs de la société qui ont été définis par ailleurs. Alors on peut donner un certain nombre d'exemples importants, différents exemples, il y en a beaucoup d'autres d'incitation. Par exemple, la plupart des pays ont baissé très fortement les cotisations sociales des entreprises sur les bas salaires. Ceci est une incitation à embaucher des salariés peu qualifiés pour créer des emplois peu qualifiés. On a dans tous les pays une défiscalisation importante des dons aux fondations, aux ONG, etc., pour inciter les individus à être plus généreux. On peut reparler du climat, et donc on peut réfléchir, et il y a beaucoup d'autres exemples d'incitation. Il y a ce qu'on appelle l'alignement des intérêts, par exemple, dans l'économie d'entreprise. Par exemple, il faut que Pierre-André agisse dans l'intérêt, alors pas de ses actionnaires, on a bien compris, mais de l'ensemble des parties prenantes. Et donc, on va, par exemple, calculer sa rémunération sur un certain nombre de critères, je pense que c'est extrêmement précis, quantifiés, publics, et qui font que si il pollue ou si il a des accidents du travail, etc. Et aussi, d'ailleurs, s'il ne fait pas gagner d'argent à ses actionnaires, il va être mal payé. La question importante ici, évidemment, quand on rentre dans ce domaine des incitations, et à nouveau je pourrais donner beaucoup d'exemples, c'est la question qui est centrale aussi de l'économie, c'est la question de l'arbitrage entre efficacité et équité. On peut essayer de rendre la société plus équitable, probablement assez souvent au prix d'une perte d'efficacité. Donc par exemple, prenez l'exemple de politique de réduction des inégalités, vous allez taxer davantage les individus aux revenus plus élevés, ce qui est en général fait dans la plupart des pays. Ceci va réduire les inégalités, vous pourrez redistribuer cet argent, mais dans le même temps, vous risquez de décourager ces individus à l'effort. Donc la fiscalité optimale, c'est celle qui permet de faire de la réduction d'inégalités, mais pas au point que les individus seraient incités à limiter leur effort, surtout les individus qualifiés, innovants, qui font de la recherche, etc. Deuxième exemple de cet arbitrage, si vous réformer le marché du travail. C'est un débat, je vais peut-être regarder la télévision hier soir, donc c'est un débat relativement fréquent dans beaucoup de pays. Donc si vous réduisez la protection de l'emploi, probablement vous améliorez l'efficacité de l'économie, les entreprises pouvant licencier plus facilement vont probablement embaucher davantage, et dans le même temps, vous réduisez la protection de l'emploi, donc vous rendez plus difficiles les conditions de travail des individus. Donc voilà, mais ceci à nouveau est assez bien étudié dans l'économie. Donc on sait mettre en place des politiques incitatives, et on sait qu'il faut regarder aussi leurs effets sur l'efficacité. Alors je finis, dernier point, ayant fait tout ça, on n'a pas du tout réglé l'ensemble des problèmes, et que peut-on faire et comment peut-on réfléchir au reste. Donc je pense en effet que on est capable, déjà la profession des économistes ou la collectivité des économistes est capable de suggérer au gouvernement des politiques de correction des externalités, est capable de suggérer au gouvernement des politiques incitatives qui vont permettre de remplir un certain nombre d'objectifs sociaux, mais qui va rester le bien commun dans sa troisième définition, c'est-à-dire la qualité de la vie en commun. Et que là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus en dehors du champ de l'économie, la qualité des relations sociales, le lien social, et on ne sait pas, et on n'est pas vraiment à nouveau dans quelque chose qui est facile à traiter pour un économiste. Alors je vais prendre quelques exemples qui me paraissent, si Olivier me donne encore 3 minutes, je vais prendre quelques exemples qui me paraissent aujourd'hui importants. Je ne reviendrai pas sur la gouvernance d'entreprise qui était largement traitée déjà ce matin. Je vais prendre
Je vais prendre deux, et je vais peut-être prendre un seul exemple pour gagner du temps, qui est l'exemple de ce qui se passe en ce moment dans l'ensemble des pays de l'OCDE sur les marchés du travail. Je pense que le débat sur le populisme est entièrement et très largement lié à l'évolution des marchés du travail, qui est une évolution que nous, économistes, nous appelons la bipolarisation. Les nouveaux emplois se créent aux deux extrêmes du marché du travail. Ce sont des emplois très qualifiés, très bien payés, ou des emplois peu qualifiés, mal payés. Et les emplois du milieu, qu'on appelle en général les emplois intermédiaires, disparaissent. Les emplois peu qualifiés, circonstances aggravantes d'ailleurs, sont souvent pris par des individus qualifiés, qui, leurs emplois traditionnels ayant disparu, prennent des emplois peu qualifiés, ce qui fait que les individus peu qualifiés sont totalement exclus du marché du travail. Les salariés aux États-Unis qui ont perdu leur emploi dans l'industrie sont allés travailler dans la restauration avec des diplômes assez élevés, et les salariés du coup qui auraient pu travailler dans la restauration ont perdu leur emploi dans la restauration. Alors c'est plus en France d'ailleurs qu'aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis on a à peu près remis tout le monde au travail. Cette bipolarisation du marché du travail, elle crée une énorme sensation d'incertitude pour l'avenir. Ce que certains ont appelé la fin de l'ascenseur social, et d'autres appellent la disparition de la classe moyenne. Et je pense que c'est absolument central pour nos sociétés. Je pense qu'il faudrait que les gens qui prétendent avoir des fonctions politiques dans nos sociétés se posent cette question, parce que ceci est la cause du populisme. Le populisme, ce n'est pas la pauvreté. Trump n'a pas été élu par les pauvres. Il a été élu par des gens relativement aisés de la classe moyenne, mais qui voient bien qu'ils sont au mauvais endroit, que leurs emplois sont ceux qui sont menacés. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Je veux dire, et il faut d'ailleurs aussi faire attention au concept et à ce qu'on dit de façon trop légère. Ce qui compte, c'est la mobilité sociale. C'est une version dynamique du marché du travail. Je suis là aujourd'hui, où seront mes enfants demain ? Les États aux États-Unis où il y a le plus de mobilité sociale sont les États où il y a le plus d'inégalités. Donc il faut faire un peu attention à ce qu'on dit trop rapidement. Pourquoi ? Parce que ce sont les États où il y a énormément de nouvelles technologies et d'innovations. Les nouvelles technologies, la Californie par exemple, fabrique de la mobilité sociale. Les patrons des grandes boîtes de nouvelles technologies ont tous complètement raté leurs études. Vous pouvez regarder, il n'y en a pas un qui a réussi à avoir un diplôme. Ils sont multimilliardaires. Donc voilà, c'est l'inspection des finances, je suis désolé. Et par contre, les nouvelles technologies créent d'énormes inégalités. Donc il faut faire un peu attention. Oui, c'est un fait. Là, que disent les économistes ? Les économistes disent attention, c'est extrêmement dangereux, mais on ne sait pas quoi faire. Je veux dire, on n'a pas de moyens tout faits. Je vais quand même prendre un autre exemple. Je vais revenir quand même sur la finance et sur la gouvernance d'entreprise. Si on veut qu'il y ait des représentants actifs des salariés dans les conseils d'administration, ça s'est fait en France par la loi, il en faut un ou deux suivant la taille des conseils, mais ça ne se fera pas spontanément, je veux dire. Et donc il me semble, et je vais finir là-dessus sur une réflexion, ici on rentre dans le domaine de la régulation, de la réglementation. C'est ni le traitement des externalités, ni les incitations qui feront qu'il y aura des administrateurs salariés dans les conseils, parce que ça ennuie trop les autres, au départ, ou en tout cas un certain nombre des autres. Et donc il faut réglementer, et il faut réguler. Et la régulation, c'est pas seulement la gouvernance d'entreprise, c'est l'électricité, les télécoms, le transport, la finance, les banques, la monnaie, parce que les banques centrales indépendantes régulent la monnaie, qui est un bien commun. Et donc, question, c'est si on a l'idée qu'il faut mettre en place une politique, par exemple, il faut que, par exemple, pour un Allemand, il y a peu d'Allemands dans la salle probablement, par exemple, je parlais de la monnaie comme bien commun, la monnaie est vraiment un bien commun, et le pire qui puisse arriver, c'est l'inflation qui mange la valeur de la monnaie. L'absence d'inflation est perçue en Allemagne comme un bien commun extraordinairement important. Et donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous créez une agence indépendante, qui s'appelle une banque centrale, qui ne répond pas du tout au pouvoir politique, ni au Parlement, ni au gouvernement, et qui va prendre en charge le fait qu'il n'y a pas d'inflation, mais vous pouvez avoir une agence indépendante qui va s'occuper de la gouvernance d'entreprise, il n'y en a pas encore, mais il y en a qui s'occupent, il y en a, un peu quand même, oui, il y en a qui s'occupent à niveau de l'électricité, de l'espace, il y a des gens qui proposent des agences indépendantes des budgets. Donc il y aurait une agence indépendante du Parlement qui déciderait de ce qu'il faut avoir comme dépenses publiques, comme déficit budgétaire, etc. Et parce que, en disant, tout ça c'est utile au bien commun, parce qu'il ne faut pas faire de déficit public. J'en ai
peu parlé, mais je peux en parler là, parce que d'un point de vue de l'équité intergénérationnelle, c'est très vilain, parce que nous léguons les dettes publiques à nos enfants. Et donc le bien commun exige que nous évitions qu'il y ait des déficits publics. Les gouvernements ne sont pas capables de le faire, donc on va donner les budgets à une agence indépendante. Alors ça, c'est aussi une des thèses de Jean Tirole, hein, c'est qu'on a intérêt à sortir du processus démocratique un certain nombre de choses qui sont trop importantes et à les confier à des agences indépendantes qui ne sont plus responsables politiquement devant les représentants de la population. Alors on voit bien l'idée, à nouveau, c'est quand les incitations ne marchent pas, il faut réguler. La régulation, parfois, elle n'est pas collectivement acceptée. Si vous faites un référendum sur faut-il réduire les déficits publics, vous savez ce qui va se passer, quoi. Pourtant, il faut sans doute les réduire. Donc, vous sortez ça du champ de la démocratie et vous faites une agence indépendante du budget, ce qui fait que le Parlement s'occupera de la taille de la courbe des bananes, hein, vous savez, comme la Commission européenne, mais déjà plus de la monnaie et plus du budget. Donc, je finis là-dessus. Je pense que le point ultime de votre réflexion, pour moi, comme économiste, c'est la démocratie. C'est-à-dire à quel moment la conviction que quelque chose est favorable au bien commun, mais ne peut pas en même temps sortir du processus démocratique, à quel moment ceci est-il si important que ça justifie de sortir du processus démocratique? Et à nouveau, ce n'est pas une réflexion en l'air, c'est ce que nous avons fait avec les banques centrales, hein. Et donc, faut-il aller plus loin et se dire ceci est tellement important que nous ne pouvons pas le laisser dans le processus habituel de décision démocratique. Merci beaucoup.